À voter. Je vais quand même rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. Una Corsica sociale, equalità, ma una Corsa. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à Contraste, notre émission réalisée en partenariat avec RCFM et Corse Matin. Ajaccio, capitale administrative de la Corse, se retrouve au cœur du débat sur l'évolution institutionnelle de l'île visant à la doter d'une certaine autonomie dont pour l'heure on ne connaît mal les contours. En revanche, une certitude semble se dégager, ériger la ville d'Ajaccio en métropole, ce qui lui donnerait une place privilégiée, des compétences élargies et les financements qui vont avec. Ainsi, la principale ville de Corse, par sa démographie, accéderait enfin à une position dominante qu'elle n'a jamais occupée dans l'histoire politique de l'île. Une évolution aux conséquences multiples qui suscite bien des oppositions que nous allons examiner aujourd'hui en même temps que nous ferons un point sur les grands dossiers de la ville et un bilan de la gestion de l'actuelle majorité municipale à 2 ans de son renouvellement, sans oublier, parce que cela est lié, le débat institutionnel actuel. Et pour cela, nous recevons, vous l'avez compris, le premier magistrat de la ville, Stéphane Eusbrage. Stéphane Eusbrage, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez interrogé 1 heure durant par Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et Guilherme Padovani de Corse Matin. Bonsoir à vous, Guilherme. Alors Stéphane Eusbrage, vous êtes entré en politique en 2008 avec José Ros. Vous avez été élu en 2011 en tant que conseiller municipal avant de devenir premier adjoint en 2014 lors de la victoire de Laurent Marcange. Vous lui avez succédé en juillet 2022 à la tête de la municipalité. Une carrière politique relativement récente. Vous n'étiez pas intéressé par la politique au départ. Pourquoi ? Ah non, j'ai toujours été intéressé par la politique et en particulier par les affaires locales. Après, c'est vrai que mon arrivée dans l'arène politique a été un petit peu le fruit d'un hasard, parce que quand j'étais sur la liste de José Ros, on avait fusionné au second tour, on n'avait pas fait un score extraordinaire, et puis je n'avais pas été élu, parce qu'il y avait 4 élus, j'étais 5e sur la liste, donc mon sort était scellé à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu une démission de la 4e, donc j'étais suivant de liste, et j'ai intégré le conseil municipal, et j'ai commencé à aiguiser mes lames d'opposants à ce moment-là et ma rencontre avec Laurent Marcangel à cette époque. 18 mois à la tête de la municipalité, c'est difficile, c'est exaltant ou c'est pesant ? C'est très exaltant. J'ai toujours considéré que depuis d'ailleurs que j'exerce les fonctions de premier adjoint, que c'était un privilège. Et puis on a une actualité projet qui est tellement dense, et puis de pouvoir effectivement l'exprimer dans la ville où on est né, où on y travaille, etc. J'ai toujours considéré que c'était vraiment un privilège, et donc ça donnait de l'énergie à ce niveau-là. Donc je suis plutôt dans cette continuité enthousiasmée depuis mes fonctions de premier adjoint. Et puis je suis voilà, donc aujourd'hui, oui, c'est parfois éreintant, mais très, très, très enthousiasmant. Et ce rôle de maire, ça a suscité chez vous d'autres ambitions ? Alors je suis pleinement comblé déjà par l'exercice de la fonction qui m'occupe, parce que j'exerce aussi les fonctions de président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien. J'ai un mandat à accompagner jusqu'à son terme, donc avec une actualité projet, puisqu'on va en parler, qui ne nous a pas échappé. Et donc pour l'instant, je suis pleinement investi par mes missions. Exaltant ce rôle de maire au point de solliciter un nouveau mandat en 2026 ? Oui, parce que nous avons élaboré un programme qui s'intitulait Ajaccio 2030, donc l'aventure se poursuit. Quand vous dites nous, c'est avec Laurent Marcange ? Oui, et puis l'ensemble des colistiers qui nous accompagnent, pour certains depuis longtemps maintenant, et puis d'autres personnes aussi, d'autres personnalités aussi qui arrivent, des jeunes notamment, qui ont envie de s'investir pour leur ville, donc c'est très encourageant pour le territoire. Alors nous parlerons longuement de votre gestion et de vos projets pour la ville d'Ajaccio et bien sûr des futures échéances électorales dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord le débat politique actuel et le fameux processus de discussion dont la deuxième phase a commencé le 27 mars avec ce vote de l'Assemblée de Corse. Si vous aviez été élu territorial, est-ce que vous auriez voté l'intégralité du projet ? Oui, je l'aurais voté, et pourtant je ne suis pas au départ très enthousiaste par le processus, pour plusieurs raisons. Les éléments contextuels d'abord. L'assassinat d'Ivan Colonne a motivé les discussions institutionnelles, il n'y a pas forcément de lien, on n'était pas dans un climat très, très apaisé. Puis surtout j'ai regretté l'absence de bilan d'étape. On a quand même une collectivité unique qui a été créée. Il aurait été, je dirais, intéressant de faire un bilan de l'exercice de ses compétences, à partir duquel
on aurait effectivement motivé ce choix, cette opportunité de faire évoluer nos institutions. Moi, je n'ai pas pour habitude de me projeter dans un système quand je n'ai pas fait le bilan de l'exercice des compétences dont on dispose. Et ça aurait été l'occasion effectivement de mieux comprendre aussi quel était le projet de territoire que l'on voulait développer, parce que si on doit faire de l'autonomie une condition à l'efficacité de l'action publique insulaire, il faut que l'autonomie soit d'abord une discipline. Et cette discipline, elle commande, de mon point de vue, qu'un rapport d'étape soit réalisé, à partir duquel on met en place des mesures correctives et on justifie effectivement de faire évoluer nos outils institutionnels pour mieux servir le territoire. Votre famille politique se divise autour de la question de l'autonomie. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous l'entendez? Ces voix dissonantes qui, justement, notamment... Ces voix dissonantes qui sont majoritaires. Parce que la position de Laurent Marcangeli à l'Assemblée de Corse a été ultra-minoritaire. Est devenue minoritaire. Seuls 3, je crois, ont voté, 3 conseillers territoriaux ont voté pour le projet constitutionnel d'autonomie présenté. Aucun élu ajaccien. Non, mais enfin, le point critique, c'est surtout sur le volet normatif qui interroge. Mais c'est le volet essentiel. C'est le volet essentiel. Enfin, encore faut-il savoir ce qu'il vise. Là encore, c'est toujours pareil. On parle d'outils, mais on ne dit pas au service de quoi c'est. Donc c'est normal qu'il y ait des interrogations qui s'expriment et qu'il puisse y avoir effectivement des réticences, voire des points de divergence. Donc moi, ça ne me surprend pas dans une famille politique qu'il y ait à un moment donné débat. Vous savez, j'ai connu une époque où la droite était extrêmement divisée. Ça nous a coûté d'ailleurs pendant un certain temps de ne pas être aux responsabilités. Là, c'est pas le même niveau. Il y a des discussions. Ce sont des sujets qui sont menés. On y pense en même temps qu'on les vit. Donc c'est normal qu'il y ait débat. Moi, ça ne me surprend pas et c'est pas des. Après, Laurent Marcangeli, il n'y a pas de désaveu derrière. Non, en même temps. La position dominante de Laurent Marcangeli, vous n'y voyez rien. Laurent Marcangeli, il est dans un rôle d'animateur politique. Il est là aussi pour faire exprimer et pour susciter le débat. Quand on a choisi à un moment donné de ne pas s'exclure de la discussion institutionnelle sur l'autonomie, c'est une manière aussi à un moment donné d'ouvrir des portes. Sinon, c'est le chef de la majorité quand même. Oui, c'est le chef de la majorité. Alors, le fait qu'il ne soit pas obéi sur un dossier quand même qui est important, ça ne crée pas des divisions à venir? Non, la preuve que non. Vous savez, les personnes qui se sont... Alors ça, l'avenir le dira évidemment, moi j'ai pas de boule de cristal, mais en attendant, il n'y a pas de crispation particulière. Il y a des points de vue qui s'expriment, c'est tout à fait naturel qu'ils soient ainsi. Après, de toute manière, c'est un débat et c'est un dialogue et qu'il faut poursuivre. Le processus, d'ailleurs, n'est pas achevé, donc c'est normal qu'il y ait encore débat à ce stade-là. Il n'y aura pas de sanctions suite à ce vote, non, que ce soit à la mairie ou à la CAPA? Non, bien sûr que non. Bon, c'est arrivé précédemment. Hein. Oui, mais ça n'a pas forcément, je dirais, été des bonnes expériences, donc il faut tenir compte aussi des enseignements du passé. Vos rapports avec la collectivité de Corse, durant ces années, vous ne vous êtes pas parlé avec la collectivité dirigée par Gilles Simeone. Alors depuis, on a l'impression que les choses se sont un petit peu arrangées. Pourquoi la collectivité de Corse et la mairie d'Ajaccio ont toujours eu des difficultés? Je précise, pas seulement avec cette majorité-là, même avec les précédentes majorités territoriales. À l'évidence, peut-être qu'Ajaccio n'a pas sous-estimé l'importance en fait, de l'échelon régional. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand je fais l'analyse critique moi, de la façon dont le PU a été géré, on a une part de responsabilité au niveau du territoire ajaccien. Il y a eu une époque où, il faut le dire, on n'a pas supporté des projets importants et structurants. Aujourd'hui, il y a une actualité inverse, plutôt débordante. Donc, visiblement, c'est une question de culture aussi, de relations institutionnelles. Moi, j'ai toujours considéré pour ma part que, quelles que soient d'ailleurs les responsabilités politiques exprimées à cet échelon-là, qu'il était inconcevable de ne pas travailler avec l'échelon régional, en particulier quand on défend les projets que l'on défend, qui ont quand même une valeur supracommunale, supracommunautaire et donc de rayonnement régional. Pour des questions de financement aussi, parce que c'est des projets qu'il faut accompagner avec l'État. Et puis parce qu'il y a aussi des domaines de compétences qui sont partagés, et donc il est nécessaire de partager des visions politiques sur ces sujets-là. Moi d'ailleurs, quand j'ai pris la suite de Laurent Marcangeli à la mairie d'Ajaccio, les premiers courriers que j'ai adressés, c'était Gilles Simeone et le président de la Chambre de commerce. Et dans la méthode, d'ailleurs, voilà, moi je trouve ça normal que le territoire se retourne vers ce niveau institutionnel pour exprimer les projets qu'il entend développer au regard de leur complexité. Et puis parfois, ils sont partie prenante. C'est un peu dans cet état d'esprit d'ailleurs que nous avons mis en place le comité de pilotage sur l'entrée de ville. Rappelons quand même que l'aménagement dit du Fond de Baie, on en parle depuis 40 ans. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on était incapable de mettre les parties prenantes autour de la même table.
Donc c'est un problème de gouvernance. Et à partir de ça, on était incapable de faire converger les points de vue sur les problématiques de territoire. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Mais ce qui a changé déjà aujourd'hui, c'est la prise de conscience que l'intérêt général, à un moment donné, doit commander, je dirais, doit gouverner, je dirais, les principes d'expression de la responsabilité politique. Il y a les élections, il peut y avoir après des divergences, bien sûr, ça c'est normal. Mais sur des sujets structurants, utiles pour le territoire, il faut qu'à un moment donné, l'intelligence collective prime. Moi, je tiens compte des leçons du passé. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas su se mettre autour d'une table pour X raisons. Alors, et ce changement, vous le datez du deuxième mandat de Gilles Simeoni? Ce changement de gouvernance? Oui. C'est ces rapports qui se sont améliorés entre Ajaccio et la collectivité de Corse. Oui, le premier mandat était un peu compliqué, même pour eux, parce que c'est le mandat d'installation, donc il y a peut-être aussi un contexte qui est plus difficile. Et puis nous aussi, nous étions aussi dans un mandat nous étions dans un mandat de fondation. Aujourd'hui, on est en capacité de mieux exprimer aussi les visions d'aménagement que nous entendons porter pour le territoire. Donc le dialogue, a priori, est plus facile. Mais en tout cas, il faut toujours œuvrer dans ce sens-là. Parce que pour moi, c'est l'intérêt général. Voilà. Donc après, il peut y avoir des divergences, mais en réalité, sur les grands sujets, je l'ai dit au président du conseil exécutif, généralement, il y a peu de désaccords. Ce rapprochement n'a rien à voir avec la position de Laurent Marcangeli en faveur du projet d'autonomie défendu par Gilles Simeoni. Sorte de deal. Oui, non. Donnant. Mais de toute façon, la feuille de route présidentielle, elle nous indique très clairement qu'il y a une exigence, une attente de convergence des élus de ce territoire. Donc à un moment donné, soit on est dans une position de chapelle et chacun reste dans sa boutique et puis on ne se parle pas, et donc à ce moment-là c'est l'échec assuré et il n'y a même plus besoin d'avancer sur le fond, soit à un moment donné on essaie de mettre l'ensemble des sujets sur la table, il y a des points de désaccord bien sûr, mais après il faut trouver des compromis pour pouvoir avancer et trouver une synthèse. Mais justement, on parlait d'opposition, parfois frontale, entre Laurent Marcangeli et Gilles Simeoni. Aujourd'hui, on en a à parler de pacte de non-agression. Est-ce qu'il n'y a pas justement un équilibre à trouver entre les deux? Aujourd'hui, on parle de pacte de non-agression. Ça veut bien dire qu'il y a discussion et en tout cas, notamment autour des enjeux que nous connaissons, l'autonomie et la métropolisation. Oui, mais je pense qu'il faut peut-être qu'on est un peu plus mûr aussi. Vous savez, quand on arrive à Beauvau, moi je suis ajaccien, mais je suis corse d'abord. Donc j'ai pas envie de montrer effectivement que sur notre territoire, on n'est pas en capacité à un moment donné de débattre et de proposer, je dirais, une vision partagée du développement de notre territoire. De toute façon, l'histoire a montré que lorsqu'on reste simplement sur de la querelle, on le fait au détriment des impératifs de développement de notre territoire. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi à un moment donné, il faut avancer. Voilà, le président de la République a donné une feuille de route, il nous a dit chiche. Ça commence quand même par, effectivement, essayer d'élaborer ensemble les contours d'un langage partagé. Alors on aborde la deuxième partie de l'émission pour justement parler d'Ajaccio et notamment la place particulière que cette ville occupe et a occupée en Corse. C'est un sujet de Marc-Antoine Renucci. Quelles pourraient être les conséquences politiques si Ajaccio et sa région venaient à obtenir le statut de métropole? L'actuelle communauté d'agglomération du pays ajaccien compte 10 communes pour 80 000 habitants. La CAPA est hors les clous du droit commun en la matière. Sur les 21 métropoles de France, 15 ont des populations supérieures à 400 000 habitants et la plus petite, celle de Brest, en compte 210 000. Toutefois, Ajaccio et sa région représentent actuellement un quart de la population de l'île. C'est l'argument massu utilisé par Laurent Marcangeli pour justifier cette possible métropolisation. Après l'évocation de cette piste par le président de la République Emmanuel Macron, le 28 septembre dernier, devant l'Assemblée de Corse, le dossier paraît bien engagé. Historiquement, les maires d'Ajaccio ont toutes tendances confondues, eu du mal à exister à l'échelle régionale. Charles Ornano tout d'abord, puis Marc Marcangeli n'ont jamais fait de cet objectif une priorité. C'est un euphémisme. De son côté, Simon Renucci s'est essayé plusieurs fois à l'exercice des territoriales, parfois comme tête de liste. De 1998 à 2010, son mouvement Corse social-démocrate a participé à des coalitions et même à une majorité dans le cadre d'Union de la gauche. En revanche, l'ancien maire d'Ajaccio a toujours été supplanté, dans son camp, par les grandes figures du parti radical de gauche en Corse. Enfin, au territorial de 2021, la liste de Laurent Marcangeli a réalisé un score honorable, 32% des voix au second tour. Mais celui qui est actuellement député de la première circonscription de Corse du Sud n'est pas parvenu à briser réellement le plafond de verre.
Au-delà des évolutions fortes en termes de prérogatives et de budget, l'éventuelle métropolisation de la CAPA peut constituer aussi un espoir pour les élus ajacciens. Passer enfin de la maison carrée à l'hôtel de région, un court chemin qui, pour l'heure, a toujours été semé d'embûches. Stéphane Esbrage, cette idée de métropole qui a été annoncée par Macron en septembre lors de son voyage, qui a un peu surpris tout le monde, vous l'aviez demandé? Nous, on est dans un exercice de synthèse à partir d'une expertise. La CAPA, elle a 20 ans d'existence, donc on est en capacité aujourd'hui de dire, d'exprimer, de définir les limites de l'exercice de ses compétences et la nécessité de faire évoluer ce statut pour mieux répondre aux besoins de notre territoire. Pour prendre une image, en fait, la taille des vêtements aujourd'hui est trop petite, il faut changer. Voilà. Donc c'est un sujet qui était déjà dans nos réflexions. Alors il s'est avéré effectivement que le processus était une opportunité à la discussion institutionnelle et nous avons effectivement mis cette idée sur la table parce que elle vient de vous donc. Oui, bien sûr. Ah oui, elle vient de nous parce que c'est le résultat en fait d'un processus de réflexion. Vous savez, vous avez vu que les moyens étaient quand même la raréfaction des moyens était quand même très forte sur le pays ajaccien. On a connu la baisse des dotations, on n'a pas touché à la fiscalité, on était engagé dans des programmes d'investissement très importants, l'ANRU, on a une actualité de projets structurants qui est quand même très importante. La ville d'Ajaccio, historiquement, a toujours supporté des charges de centralité très fortes. La fusion des départements, il faut le rappeler, un règlement d'aide derrière a été adopté, plafonnant à 50% les subventions à l'investissement pour les communes de plus de 50 000 habitants. Bon, oui, ça vaut aussi pour Bastia. Hein. Bon, après, mais Bastia n'était pas dans la même situation aussi financière et n'avait pas opéré un rattrapage historique par rapport, je dirais, aux projets infrastructurants, comme lié au PEI. Donc il y avait ce rattrapage. Donc à un moment donné, moi, quand on a parlé d'équité, pour l'équité, il faut qu'on parte sur la même ligne. Si on est d'accord pour dire que Ajaccio et sa région a accumulé pendant des années un certain nombre de retards, il faut effectivement que sur les prochains plans d'aide et d'accompagnement, il y ait à un moment donné des moyens qui soient correctement adossés pour pouvoir procéder, je dirais, à ces rattrapages. Donc la métropolisation, ce n'est pas un slogan pour nous. C'est effectivement une réflexion qui consiste à dire il faut faire évoluer nos institutions pour mieux répondre, je dirais, aux besoins de notre territoire. Donc davantage de moyens financiers, mais encore plus de pouvoir oui. Par rapport à la CAPA. Il y a deux choses. Il y a moins de deux raisons. La première, elle est offensive, plus de moyens financiers, parce qu'il faut qu'effectivement qu'on a perdu 11 millions de dotation globale de fonctionnement rien que sur Ajaccio. Bon. Vous voyez un peu en termes d'épargne ce que ça représente. Sur la petite histoire, le règlement d'aide, c'est 30% en moins de subventions à l'investissement. Donc on est quand même engagé dans un programme Action Cœur de Ville, il y a quand même des sujets très importants que nous portons. On ne peut pas se retrouver dans cette situation-là. Et l'exercice aussi des compétences. On souffre aussi aujourd'hui d'un télescopage au niveau des compétences. Vous voyez par exemple sur les routes. Personne ne comprend à un moment donné qu'on plante un rond-point à un endroit et que la ville ne soit pas consultée avec les difficultés après que ça peut générer sur le fonctionnement de la ville. Sur l'action sociale, c'est une compétence communautaire avec le Centre intercommunal d'action sociale, mais il y a une compétence aussi exercée au niveau régional avec des compétences territoriales. Quand vous avez à un moment donné un déficit d'intervention de l'échelon régional, personne ne comprend que vous aidiez des gens dans un bâtiment A et qu'au bâtiment B qui est en face, qui relève de la compétence territoriale de la collectivité, personne n'intervient. Donc c'est une sorte d'autonomie que vous réclamez, une autonomie dans l'autonomie. Il s'agit de remettre en fait un peu de cohérence dans l'exercice des compétences et de doter les moyens suffisants pour pouvoir les exprimer. Oui, mais l'autonomie, c'est à un moment donné, quand vous avez une compétence à exercer, l'autonomie, c'est d'abord d'avoir la plénitude de ses compétences pour pouvoir répondre correctement aux besoins et avoir les moyens pour pouvoir l'exercer. Donc oui, c'est l'autosuffisance. Alors, vous l'avez dit, vous aurez des financements, vous aurez des compétences élargies qui empiéteront ou qui supplanteront celles de la collectivité de Corse. Ça ne va peut-être pas arranger les rapports, quelle que soit d'ailleurs la majorité qui sera à l'Assemblée de Corse. Et puis ça va entretenir les tensions avec les autres régions de Corse, parce que l'argent qui va arriver à Ajaccio va en avoir une partie. Pour rattraper le retard, on peut le comprendre, mais l'argent, il n'est pas extensible. Ça veut dire que les autres territoires de Corse n'en bénéficieront pas. Vous ne croyez pas que ça va créer des tensions ?
Mais moi, je note qu'à chaque fois qu'on parle d'Ajaccio, ça crée des tensions. Moi, je suis triste d'entendre mes collègues de Haute-Corse dire qu'ils sont contre la métropole d'Ajaccio, sauf si on l'a. Et c'est transparti, même des gens de droite. Disent ouais, ça. mais je mets tout le monde dans le même sac. Hein. Je trouve ça triste et je trouve pas ça très mature pour tout. Moi, ça ne m'aiderait pas l'idée de convoquer un conseil municipal ou un conseil communautaire pour évoquer la question bastiaise. Je vous rappelle que quand Bastia était candidate pour être ville culturelle européenne, j'ai accueilli Pierre Savel et ses équipes à la Citadelle. Et j'aurais été très content si Bastia avait réussi, parce que c'est la Corse qui aurait réussi. Donc il y a une question aussi de mentalité à faire un peu évoluer, il faut se le dire aussi. Et ensuite, oui, il y a le deuxième argument, je vous l'ai dit, il est défensif, offensif, mais il est défensif aussi. Parce que l'hyperpuissance à un moment donné d'une collectivité, on voit ce que ça donne dans le fonctionnement. Donc oui, il y a un rapport de force intelligent à mettre en place. Le bassin, ça a été rappelé, c'est quand même le bassin de vie le plus important. C'est le bassin économique aussi qui est en pleine expansion. On a une démographie qui augmente et on a un rôle moteur et locomotive au niveau régional. On va s'attarder un petit peu sur l'aspect défensif. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, justement, consolider la dernière citadelle, la place forte qui reste ou qui échappe pour l'instant aux mains des nationalistes? Est-ce que ce n'est pas aussi ça, profiter finalement d'un terrain qui est parfaitement compris de tous, avec ce que vous avez rappelé, les atouts de la CAPA et de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, profiter de ces atouts justement pour consolider la dernière citadelle qui échappe encore aux nationalistes? Est-ce que ce n'est pas aussi cette raison-là? Non, alors nous, notre conception de la citadelle, c'est une citadelle ouverte sur le monde. Par contre, effectivement, on ne va pas s'excuser de vouloir donner à cette citadelle les moyens d'exprimer correctement ses prérogatives et puis de lui peut-être d'évoquer aussi un avenir. Alors après, sur le positionnement politique, je ne vais pas vous dire qu'on a évidemment envie de ne plus exercer des responsabilités. Mais par contre, effectivement, d'instaurer un rapport de force et là-dessus, on est très, très au clair, puisque la question de la libre administration des collectivités, c'est un point qu'on a mis sur la table et qu'on souhaiterait voir effectivement demain écrit dans la loi organique, si elle est adoptée, parce qu'il faut garantir effectivement à un moment donné que chaque collectivité dans ses prérogatives et dans ses compétences soit libre. Et dans les faits, c'est pas toujours le cas, parce que quand vous avez une collectivité qui conditionne l'octroi d'une subvention à l'opportunité de faire tel ou tel projet, je prends l'exemple du téléphérique, on peut avoir un avis divergent, mais la politique de mobilité, elle est menée par le territoire concerné. Est-ce qu'il peut être en contradiction avec l'ensemble d'une politique sur une région ? Pardon ? Est-ce qu'elle peut être en contradiction, cette politique-là, avec les choix qui sont faits sur l'ensemble d'une région ? Écoutez, je note quand même que ce qui est fait à Ajaccio inspire d'autres territoires. Sur les modes de déplacement doux, sur les politiques de proximité avec les cafés citoyens, ça inspire Bastia d'un côté, ça inspire Porto-Vecchio de l'autre, et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que Ajaccio a toujours voulu jouer ce rôle de leadership, et si on peut servir un peu d'exemple, ça peut être pas mal. Moi je ne vois pas d'opposition, je vois de la complémentarité. Si la Corse, sur son territoire, est en capacité de pouvoir proposer des projets originaux, innovants, et qui permettent effectivement de développer le territoire, ben, on ne peut qu'applaudir. Dans la note argumentaire que vous avez diffusée pour soutenir le projet de métropole, vous évoquez le régime fiscal justement de ces métropoles. Vous souhaitez obtenir la compétence fiscale ? Ça paraît compliqué. Et puis, encore une fois, ce qui est important aujourd'hui, c'est de revaloriser les dotations de fonctionnement et de récupérer déjà à minima. Ça dépend de l'État. Oui, mais il faudrait que l'État, effectivement, déjà rende au territoire ce qu'il a pris. Je parlais des politique dotations contraire aujourd'hui. Je l'entends, mais et on compte effectivement se battre parce que au niveau de la ville-centre, parce que la ville d'Ajaccio, c'est quand même la ville-centre de l'Interco et la première ville de Corse, elle a subi effectivement une baisse de ses dotations qui a pénalisé quand même assez lourdement son budget. Pendant le Covid, on a soutenu le tissu économique sans compensation. Donc voilà, à un moment donné, il faut trouver aussi un peu plus de souplesse pour permettre à ce territoire de se respirer. Ce projet de métropolisation d'Ajaccio, il est lié au sort du projet d'autonomie de la Corse ? Non. Ça va ensemble ? Pardonnez-moi, je complète. Est-ce que sans la métropolisation, auriez-vous été
d'accord sur le projet d'autonomie porté par la majorité nationaliste? Alors le projet d'autonomie, moi je ne l'ai pas encore totalement bien identifié. Nous, on a adhéré à une démarche. Notamment la compétence législative. On a adhéré C'est parce que oui. le point fort de ce projet d'autonomie, c'est la compétence législative. Et on en connaît l'architecture, puisque ça a été validé par l'Assemblée de Corse le 27 mars dernier. Oui, mais enfin, encore, moi, vous savez, dans notre pays, je pense que c'est un problème français. On pense d'abord le règlement et après on s'interroge sur savoir ce qu'on va faire. On fait des PLU, puis après on se pose la question de savoir comment on va aménager le territoire. Donc on a une attitude très forte en fait à fabriquer un petit peu ses propres prisons. Moi je pense que ce qui est important aujourd'hui, d'ailleurs, je note que lorsqu'on m'interroge sur le projet métropole, on me demande à la virgule près ce qu'on va y mettre. Par contre, quand on parle d'autonomie, on est très indulgent sur le projet, les orientations, la philosophie, etc. Bon, ça c'est pour la petite parenthèse. Nous, on a voulu mener les choses de manière concomitante, parce que c'est vrai que le projet de métropolisation, il doit aussi se construire au regard des réflexions et des évolutions qui sont aujourd'hui sur la table au niveau des discussions institutionnelles. On aurait pu effectivement travailler dans un coin avec un ministre et de dire, écoutez, nous, on pense qu'à nous, on fait notre projet de métropolisation, et puis à la rigueur, ce qui se fait au niveau de l'évolution institutionnelle, on s'en moque. Ça n'a pas été notre méthode. C'est sûr que c'est plus subversif, parce que on va échanger, on va pas être d'accord, on va ceci, etc. Bon, ça prend du temps, mais on a choisi plutôt effectivement la concertation, le débat. Évidemment, ça génère des crispations, mais je pense que c'est mieux que de travailler caché dans un coin sans dire véritablement ce qu'on compte faire. Alors, vous avez abordé le problème de l'argent, hein. On connaît la formule, c'est le nerf de la guerre, et la situation financière de la ville d'Ajaccio est, entre guillemets, préoccupante, c'est un euphémisme. Niveau historiquement élevé des dépenses de personnel, recettes générées par la ville peu dynamique, absence de capacité à générer une épargne nette, la possibilité limitée au recours à l'emprunt, et donc assurer une politique d'investissement à terme. Je lis là les éléments qui étaient dans le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la ville d'Ajaccio, qui date du 19 juillet 2023. La Chambre des comptes préconise de ralentir les investissements. Est-ce que vous allez le faire? Non. Mais la Chambre régionale des comptes, moi j'ai été auditionné, à ma demande d'ailleurs. Je m'inscris en faux sur un certain nombre de ces observations. On a très clairement, nous, choisi effectivement, quand on est arrivé aux responsabilités, de ne pas exercer de pression fiscale et de poursuivre les investissements. C'est exactement l'inverse de ce qu'ont fait la plupart des communes à cette époque-là. Ils ont augmenté les impôts et on a baissé l'investissement. Est-ce que c'est tenable sur le long terme, ça? Ça a ses limites dans la mesure où, d'ailleurs, la tendance est en train de s'infléchir parce qu'on a quand même une épargne brute qui s'améliore. Je rappelle quand même qu'on était engagé dans un programme en rue qui n'était pas ficelé à l'époque. On avait quand même réussi à boucler la maquette financière. Pas de pression fiscale. On est sorti des emprunts toxiques qui ont généré quand même des coûts de fonctionnement. Et pour ce qui est des charges de personnel, pour l'essentiel, leur augmentation procède en fait de mesures dites exogènes, c'est-à-dire décidées au niveau gouvernement. Je prends l'exemple récent à la suite du Covid, où il a fallu améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Il y a eu un certain nombre de mesures gouvernementales qui ont impacté directement le budget des collectivités. Donc vous voyez que, pour revenir après à la question de la métropolisation, une collectivité aujourd'hui, elle a peu de marge de manœuvre, elle est soumise à des mesures exogènes qui ont un impact direct sur ses budgets de fonctionnement, donc sur ses marges de manœuvre. Et après, vous l'avez bien rappelé, les marges de manœuvre autres que le levier fiscal, dont on ne dispose plus d'ailleurs, puisque la taxe d'habitation maintenant c'est terminé. Le foncier, ça a ses limites, parce que le potentiel fiscal de notre territoire, il doit être aussi observé au regard des autres pressions fiscales exercées par les autres collectivités. Donc là aussi, ça a ses limites. Et sur les autres recettes, on a un travail aujourd'hui d'optimisation. C'est vrai que travailler sur l'optimisation, la valorisation de notre patrimoine, ça peut générer des recettes. L'optimisation aussi des questions de stationnement, etc., de parking. Il y a des points sur lesquels on peut travailler. Mais ça a ses limites au niveau communal. Concernant la pression fiscale, vous étiez en désaccord avec Laurent Marcangeli. Lorsque vous étiez premier adjoint, à un moment donné, vous étiez plutôt favorable à une augmentation raisonnable des impôts, ce qui était inenvisageable pour le maire. Vous avez eu ce débat. Oui, tout à fait. Oui, Vous-même, vous étiez favorable à l'augmentation des impôts. Alors moi, quand on a travaillé en fait sur
on avait une actualité projet qui était importante. Donc il fallait effectivement en face qu'il y ait des ressources et des moyens qui soient suffisants. Ouais. Et dans l'éventail en fait des solutions, effectivement, le levier fiscal, alors on l'a travaillé différemment. Laurent Marcangel ne voulait pas actionner le levier fiscal des ménages. Donc ça, on ne l'a pas fait. Par contre, on a supprimé des abattements facultatifs. On a créé la taxe d'habitation sur les résidences secondaires que l'on a portée à son taux maximum. Une surtaxation. Voilà. Parce qu'en plus, on avait cette problématique du logement déjà. Vous n'êtes pas allé au maximum de la possibilité, si, donc 60%, 60%. On est tout de suite allé au maximum. En 2 ans, en fait, on a porté le niveau à son maximum. Tout ça ne suffira pas. Est-ce que vous allez, par exemple, décider une augmentation des impôts ? Non, puisque si on passe en métropole, on aura d'autres. Non, mais vous avez bien compris que vous l'avez bien dit, ça ne suffira pas. Non, on a effectivement. Alors, et après, il y a deux hypothèses. Soit vous revoyez à la baisse vos ambitions, ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Soit effectivement, on doit chercher à lever d'autres recettes pour pouvoir permettre à la collectivité de poursuivre son programme et son développement. C'est un argumentaire que vous retrouvez dans l'évolution la métropole peut être une bouée de sauvetage. Oui, mais après, voilà, mais c'est normal à un moment donné qu'on ait cette réflexion. Par exemple, vous venez une politique d'aménagement que vous reproche la Chambre des comptes d'ailleurs. Effectivement, alors le Place du Diamant, par exemple, mais vous n'avez pas l'intégralité des financements. On attend l'arrêté de la collectivité de Corse. D'ailleurs, je profite de votre émission pour adresser un petit message. Vous ne l'avez toujours pas. Écoutez, c'est dans les tuyaux, mais je sais que le président du conseil exécutif, dès la présentation de ce projet, d'ailleurs, à l'Hôtel de Ville, il y a quelques mois, était favorable. Maintenant, il doit s'organiser pour pouvoir... mais je n'ai pas entendu qu'il ne participerait pas Comment vous expliquez ce retard de la collectivité de Corse ? Il y a quelques problèmes financiers, elle aussi. Voilà. Oui. Je l'entends. Et j'entends aussi qu'elle doit, effectivement, il n'y a pas qu'Ajaccio. Elle doit, effectivement, à un moment donné... en ce qui nous concerne, en tout cas, nous avons présenté au président du conseil exécutif l'ensemble des projets structurants pour lesquels la collectivité est naturellement sollicitée. C'est un projet, c'est 2 projets en un. C'est un projet, je ne vois pas la collectivité ne pas s'associer à ce type de Est-ce que vous ne forcez pas un peu la main ? Parce que là, ce projet du diamant, c'est dans le cadre du PTIC, c'est-à-dire c'est l'État qui décide. Avec les collectivités, on passe un peu au-dessus de la collectivité de Corse. Et il y a un certain nombre de projets comme ça. Alors aujourd'hui, la majorité est nationaliste, mais demain, elle peut être de droite ou de gauche. Le problème risque de se poser avec une réticence très forte de la part de cette collectivité territoriale. Ah, mais défendre des projets, c'est toujours un exercice passionnant. Mais le diamant, c'est 2 projets en un. Vous avez l'aménagement de la place urbaine, qui là, pour le coup, effectivement, on peut avoir des aides au titre du PTIC. La rénovation et l'extension du parking n'est pas concerné par le PTIC. Donc effectivement, sur des projets à plusieurs millions d'euros, à un moment donné, il faut qu'on aille effectivement chercher tous les... Bon, en plus, ce sont des thématiques... vous prenez la place du diamant, c'est quand même un parti pris de revégétalisation important. Il y a quand même des éléments sur les questions environnementales qui devraient normalement séduire la collectivité de Corse. Alors, la Chambre régionale des comptes, dans son rapport, vous demande de modérer vos investissements. Bon, vous avez dit que vous n'en tiendrez pas compte. Elle vous demande aussi de mieux maîtriser les dépenses de personnel, qui, comme Jean Vitus l'a dit, on connaisse à un niveau historiquement élevé. Oui, bon. Comme je vous l'ai dit, le nombre d'équivalents temps plein, c'est-à-dire le nombre d'agents recrutés à la collectivité, est en baisse. Ce qui augmente, ce sont les rémunérations, et je vous l'ai dit, à 70%, elles procèdent en fait de mesures, de décisions prises au niveau gouvernemental, qui impactent donc le budget. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas votre mot à dire. Donc moi, je veux bien que la Chambre régionale des comptes donne des leçons aux collectivités, mais enfin, quand vous n'avez pas, je dirais, la maîtrise des conséquences d'une décision sur votre budget de fonctionnement, ça me paraît... Vous êtes il y a aussi la CAPA qui compte un certain nombre de personnel. Oui, mais vous savez, on développe de plus en plus de services. Vous prenez la ville d'Ajaccio, il y a 32 écoles. J'ai rappelé à la Chambre régionale des comptes qu'il fallait faire attention lorsqu'on met en place des indicateurs de comparaison de strates. Vous savez, les fameuses villes de même strate. Une ville, elle a ses singularités. Ajaccio, c'est une densité qui est basse. Il y a moins de 1000 habitants au kilomètre carré. Donc la production des services publics, elle est beaucoup plus compliquée, puisque le territoire est plus dense. Vous savez, c'est une ville de quartier, 3, 4 000, 5 000 habitants. Des écoles, 32, je l'ai rappelé, c'est beaucoup. Et donc la production, quand vous faites des choix aussi d'aménagement d'espace public, une politique que l'on défend, mais ensuite il faut l'entretenir. Donc il faut des agents pour ça, des jardiniers, donc tout ça, ça génère donc, un moment donné... Pas trop de personnel, mais du personnel souvent absent, parce que la Chambre pointe ce fait-là.
Mais la Chambre vous demande de réagir par rapport à l'absentéisme mais très élevé de la municipalité d'Ajaccio. J'ai été très intéressé par les conseils que la Chambre pouvait nous donner dans ce sens-là, mais je les attends toujours. Parce que cette observation, elle peut le faire au moins à l'échelle du pays. Sur le taux d'absentéisme, moi, je n'ai pas le pouvoir de m'immiscer dans les prescriptions médicales des médecins qui produisent des arrêts de travail. Et après, pour ce qui est des contrôles, vous savez un peu ce que ça donne. Bon, voilà, c'est une réflexion. Ça traduit quoi, cet absentéisme? L'absentéisme, c'est un indicateur, effectivement, qui peut tout dire. Et il faut aussi pencher. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on se penche. C'est le malaise au travail. Non, mais il peut y avoir d'abord. Il y a plusieurs. Vous savez, quand on a travaillé sur. Moi, j'étais adjoint aux ressources humaines. Il y avait un travail aussi à faire sur. D'ailleurs, on avait annoncé qu'on ne baisserait pas le nombre d'agents, parce que par contre, il y avait des filières qui étaient surreprésentées, comme les filières administratives, par exemple, il faut le dire. Et donc, effectivement, quand elles sont sous-représentées, il n'y a pas suffisamment de travail. Et donc, à un moment donné, il peut y avoir un peu d'intempérance. Et au contraire, des filières techniques qui n'étaient pas suffisamment dotées. Donc, il fallait opérer, je dirais, un rééquilibrage à ce niveau-là. Donc après, c'est du management. On avait une absence aussi d'encadrement intermédiaire. Donc il y a tout un travail aussi de restructuration organisationnelle à porter sur une collectivité, parce qu'une collectivité, c'est un peu comme une entreprise, quoi. Elle a des moyens financiers, mais elle a aussi des ressources humaines. Et après, il faut effectivement qu'il y ait des projets de service, qu'il y ait des... Mais il y a l'augmentation du point d'indice, vous l'avez dit, qui est mécanique et qui est imposée à toutes les collectivités. Mais lorsqu'on est 10 points au-dessus de la moyenne nationale concernant les dépenses de fonctionnement, notamment sur le nombre d'agents, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire quand on est 10 points au-dessus de la moyenne nationale? Mais il faut voir pourquoi il y a 10 points. Vous avez des dépenses spécifiques en Corse, je prends par exemple la prime de transport que vous n'avez pas ailleurs. Après, il faut voir aussi quel est le niveau de service produit par la collectivité et pourquoi ça génère cette augmentation, enfin cette différence à comparer avec la plus grande prudence, encore une fois. Ce qui est certain, c'est qu'il fragilise vos finances. Ah mais de toute manière, le budget... Et vous nous dites que tout va bien. Est-ce qu'en cas de métropolisation du pays ajaccien, vous allez encore embaucher? Alors, je n'avais pas le sentiment de vous avoir dit que tout allait bien, mais peut-être qu'effectivement, j'ai un enthousiasme débordant qui fait que je peux paraître très optimiste. En tout cas, rien ne va mal, selon vous. Non, alors... après, je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là pour trouver des solutions. Moi, un agent municipal, ce n'est pas une charge, c'est une ressource. Il est de notre responsabilité, effectivement, de mettre les... Alors, oui, mais lorsque vous étiez dans le... C'est de notre responsabilité, effectivement, de mettre l'outil sur les bons rails. Mais lorsque vous étiez dans l'opposition, vous étiez extrêmement féroce contre Simon Renucci, contre la majorité de gauche. Je vois que vous êtes nostalgique. Qui justement disait que, vous pointiez déjà des dépenses de fonctionnement. C'était d'ailleurs votre dada, les finances, des dépenses de fonctionnement qui étaient, pardonnez-moi, mais totalement obèses. Oui, mais moi je voulais parler des dépenses de personnel. Je vous dis sur un des éléments aussi à observer, c'est l'équivalent temps plein. On n'a pas augmenté. Par contre, effectivement, il y a des augmentations mécaniques d'année en année. Les mesures dont je vous ai parlé au niveau gouvernemental, elles ne sont pas neutres. Mais par contre, quand on est arrivé aux responsabilités, on a procédé à une analyse critique de la façon dont la collectivité était organisée. Et on a dit, je vous ai donné l'exemple très rapidement tout à l'heure, il y a un suremploi administratif, il y a des filières techniques qui sont sous-dotées, donc il faut opérer sur équilibrage. Il y aura des mesures aussi sur des départs à la retraite, sur des postes à un moment donné où il y aura plus le besoin qu'on ne remplacera pas. Mais par contre, les besoins de la collectivité, quand on est sur un territoire qui se développe, on produit du service. Et pour produire ce service, vous n'avez pas 36 solutions. Donc voilà, le tout c'est de justifier aussi à un moment donné les choix. Mais en tout cas, ça grève votre budget d'investissement. Alors on parle des projets. Il y a en particulier ce téléphérique qui a un coût très élevé, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement. Est-ce que vous allez pouvoir poursuivre un tel projet? Est-ce que ce n'est pas de l'argent qui est mal utilisé parce que beaucoup d'investissements pour pas grand-chose? Alors ça, on verra. Moi, ce qui m'importe d'abord sur ce sujet, c'est de bien expliquer le choix. On ne s'est pas levé un matin en disant on a une idée superbe, on va faire un téléphérique. Je comprends que le sujet n'emporte pas l'enthousiasme immédiat. Dans aucun territoire d'ailleurs qui a réalisé ce type d'opération, on a souvent la même réaction. Est-ce que c'est pas superflu? Ça va servir à quoi? Un téléphérique urbain? Bon. Donc on ne comprend pas. Moi je voudrais restituer, et j'ai essayé de le faire, et je continue de le faire quand je fais des réunions publiques, le téléphérique c'est un élément au service d'une politique de mobilité générale.
nous sommes, nous, dans le choix de proposer, sur un territoire dont les fonctions de mobilité sont quand même dégradées, un éventail de solutions, parce que le tout voiture, on est arrivé à ses limites. Alors, ce n'est pas la suppression de la voiture, c'est un ensemble combiné de déplacements. Le territoire ajaccien, c'est quoi aujourd'hui? C'est pas que la place du Diamant. Vous avez un centre historique, vous avez ce bras de mer en arrière-plan des quartiers populaires, des quartiers Salines et Nouvelle-Franquigne, et vous avez une ville dite moderne qui s'est développée, avec parfois un urbanisme mal maîtrisé, il faut bien le dire. Donc des ensembles urbains, je l'ai rappelé tout à l'heure, des villes de quartier. Et à un moment donné, la question des mobilités sur un territoire qui se développe, sur un territoire qui est dynamique, sur un territoire avec une densité de population... Ça pourrait se comprendre si, par exemple, il traversait la ville. Mais là, il va d'un quartier à un autre, on ne voit pas trop l'influence sur la circulation. Mais parce que c'est le prémisse... Alors déjà, il faut savoir qu'en entrée de ville, c'est 40 000 voitures jour. Donc 20% de ce flux-là va vers Mezzaville. Vous avez quand même... nous, quand on est arrivé, on a quand même acté du déplacement d'infrastructures très importantes comme l'hôpital, sans avoir à côté les réflexions sur les voies d'accès. Bon, le téléphérique ne s'est jamais d'abord présenté comme étant une subrogation aux voies routières. Il faut retravailler les routes, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais la fonction de cet équipement, qui, je le rappelle, la première station, c'est Saint-Joseph, pôle multimodal, donc entrée de ville. J'en reviens au sujet de l'entrée de ville tout à l'heure. C'est pour ça que c'est l'acte 1 de la réorganisation des mobilités sur notre territoire. Il faut maintenant travailler à partir de cet axe-là. Le téléphérique règle Saint-Joseph, le Stillette, avec les équipements dont je vous ai parlé et des logements qui sortent encore. Et il faut maintenant travailler acte 2, le relais entre Saint-Joseph et la gare, avec un sujet d'urbanisme qui est très important. Donc c'est cette vision-là aujourd'hui qu'il faut, que nous sommes en train d'expliquer à la population et de resituer cet équipement pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il n'est pas. Par contre, je reviens après sur votre observation concernant le financement. J'ai entendu effectivement vous dire, bon, vous avez mis 41 millions, est-ce qu'on n'aurait pas pu les mettre ailleurs? Non. C'était un investissement qui était fléché. Ça risque d'être plus. C'est 41 là. C'était parti à 36. Oui, exactement, mais maintenant c'est 41. Bah oui, il y a des inflations, on a réévalué comme dans tous les marchés, il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc il y a un financement à plus de 70% au titre du PTIC. Et on ne l'aurait pas eu. On ne l'aurait pas eu. Bah oui, mais vous avez tous les investissements coûtent. Après, il y a des choses aussi à faire. Il semble y avoir quand même deux problèmes majeurs sur ce téléphérique. Le premier, vous dites, et on l'entend, régler le problème des transports, c'est apporter plusieurs solutions dans plusieurs domaines. Le premier problème, selon moi, vous apportez une solution sur un premier domaine qui coûte 41 millions d'euros. Donc combien vont coûter les autres solutions parce que ce n'est qu'une solution dans un problème général. Premier problème. Second problème, il faut une rentabilité de 3000 passagers par jour. C'est extrêmement ambitieux. Et on voit mal avec notamment les capacités des deux parkings qui seront à Saint-Joseph et à Mezzaville, on voit mal comment atteindre ce taux de rentabilité. Répondez sur les deux aspects. Vous savez, les études prospectives sur ce sujet-là, elles sont menées quand même par des gens un peu sérieux. Poma, c'est pas son premier téléphérique. Généralement, lorsqu'on s'aventure sur ce type de projet, on a quand même à un moment donné une vision gestionnaire un peu fiable. Alors après, effectivement, à l'usage, il faudra voir, mais... ça n'empêche pas les échecs. Dans certaines villes, ça a été un échec. Ah oui, mais... Pas dans toutes, mais dans certaines, oui. Le plus facile, c'est l'investissement. C'est comme lorsque vous faites un local, il suffit d'un maçon et d'un architecte. Après, il faut le faire vivre. Donc effectivement, il faudra booster la politique de mobilité que nous défendons. Nous avons d'ailleurs souscrit à 2 observations de l'enquêteur public, qui étaient de mettre en place une voie de bus dédiée pour faire le lien, vous voyez qu'on n'avait pas totalement tort, entre Saint-Joseph et l'hypercentre. Et il nous a demandé aussi d'augmenter la capacité de notre parking, ce qui laisse sous-entendre qu'on va quand même être dans un registre plutôt positif. Mais c'est un pari, on est dans une mutation aujourd'hui. Le choix que nous faisons,
il y a un argument économique. Vous croyez que c'est pas plus cher pour la population d'avoir une voiture par habitant et maintenant des enfants de 14 ans qui ont une voiture sans permis? L'essence, l'assurance, l'amortissement, sans compter après l'impact environnemental, parce qu'on peut effectivement s'effrayer des fumées de cheminée des bateaux, mais les pots d'échappement des voitures, on n'en parle pas. Oui, mais Donc il y a aussi une vision en termes de mieux vivre, de qualité de vie. Et je rappelle, parce qu'il y a des leviers qui ne sont pas suffisamment actionnés sur le territoire. La navette maritime, elle marche très bien pour Portich. On va la développer à l'intérieur du Golfe. Donc vous allez avoir en entrée de ville la navette, le bus, le covoiturage, le vélo, le téléphérique. Le bus, c'est quand même pas évident. Alors, on connaît, on a évoqué la circulation. Alors, le problème des transports en commun à Ajaccio, c'est quand même catastrophique. Vous pouvez le reconnaître. Ça, je pense que les usagers se plaignent des horaires, la desserte est mal faite, et en plus, le problème de la société Movistrade, qui est une société qui est gérée en même temps par la mairie et par la CAPA, et qui a une énorme difficulté financière. Vous l'avez déjà recapitalisé en 2019. Vous allez être obligé de le faire encore maintenant. Mais comment, dans ces conditions, vous pouvez mettre un service public de transport en commun qui est nécessaire et qui serait efficace? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le transport en commun, effectivement, c'est un des points essentiels dans notre politique de mobilité. Au niveau de la satisfaction de la qualité du service rendu à l'usager, on note quand même une légère amélioration. Légère. Et le parking, ouais, mais il y a une amélioration quand même. On était quand même dans une situation qui était plutôt stationnaire sur l'insatisfaction de l'usager. Le succès du parc relais de la Miséricorde avec les navettes font réaliser à certaines personnes qui ne sont pas obligées de prendre la voiture pour faire des trajets courts. Mais parce que ça marche. Oui. Parce que ça marche, c'est efficace, c'est toutes les 6 minutes. Il faut bien des moments de réussite pour booster à un moment donné la politique. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes arrivent à se projeter sur le fait qu'il n'est pas toujours utile de prendre la voiture pour faire des déplacements courts. Et donc ça, il est question de le multiplier. On est en train de réfléchir sur la partie ouest de la ville. Vous avez rappelé effectivement que cette politique de mobilité, sur le plan opérationnel, elle est mise en œuvre par cette société publique locale, actionnariat public. Parce que le privé s'est enfui. Le privé est parti, on n'a pas renouvelé. On a fait le choix, nous, de constituer cette société, de déléguer donc l'exercice de cette compétence. Vous l'avez rappelé. Regrettez ? Non, je ne regrette pas, mais aujourd'hui, très clairement, il y a des difficultés. Le coût du transport est 2 fois supérieur à ce que l'on peut voir par ailleurs. Il faut s'interroger. Et pourquoi? C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler pour l'élaboration d'un plan de retour à l'équilibre. Tout ne dépend pas de la CAPA. Il n'y aura pas de recapitalisation à l'aveugle. Ça, je l'ai dit aux partenaires sociaux. En 202019, les élus de la CAPA, les maires de la CAPA avaient dit c'est la dernière. Ah mais oui. Vous êtes obligé de le faire, là, sinon il disparaît. Non, juridiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous ne pouvez pas le faire à l'aveugle. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même à un moment donné une justification, sinon ça peut être considéré comme un soutien abusif. Bon. Mais indépendamment de ça, même si je pouvais le faire juridiquement, je ne le ferai pas parce que je veux avoir des garanties que la société soit dans les meilleures conditions pour pouvoir répondre à ce service public des transports. Donc, ce que j'ai exprimé... Quel est le problème de Movistrade? Le personnel? Il y a un problème... L'impression d'un État dans l'État. Alors, il y a à l'évidence des difficultés de gouvernance qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui se sont empilées, et donc qui ont effectivement engendré des lourdeurs dans le fonctionnement de cette entreprise. Donc il y a un certain nombre de mesures aujourd'hui qu'il va falloir prendre, mais toutes les cartes ne sont pas entre les mains des actionnaires. Voilà, ça, c'est le message que j'ai fait passer aux organisations syndicales. La clé de la réussite, c'est à un moment donné la prise de conscience collective sur les difficultés et la nécessité de redresser. Donc moi, aujourd'hui, je recherche l'existence d'un plan, mais sa réussite, après, elle ne dépend pas uniquement que des actionnaire. Est-ce que la privatisation est envisageable ou alors c'est terminé? Mais au moment où on se parle... il faut trouver l'actionnaire. Est-ce que ce n'est pas renverser la table, justement? Non, mais moi, mon travail aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'au bout de ce travail sur le redressement de l'entreprise qu'on a mis en place. Et après, je ne suis pas partisan des vœux pieux. Vous l'envisagez en tout cas. Mais j'envisage toutes les cas de figure parce que de toute manière, la compétence mobilité, elle sera toujours de la compétence de la CAPA. Et comme je vous l'ai dit, c'est suffisamment trop important pour ne pas laisser de côté la question des transports en commun. Pour la faire courte, je ne vais pas renoncer, je dirais, au bus et dire à nos concitoyens que la société, elle ne fonctionne pas, donc il n'y a plus de bus demain matin. Si on n'est pas capable de faire rouler des bus, il est compliqué de faire adopter d'autres téléphériques ou d'autres moyens de déplacement. Alors c'est plus facile un téléphérique à faire. Mais, il y a moins de personnel. Mais, on comprend d'où vient le problème. La privatisation n'est pas exclue. Mais
je ne peux rien exclure au moment où je vous parle parce que je n'ai pas la garantie de la réussite de tel ou tel scénario. Moi, je vais tout mettre en œuvre aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit aux organisations syndicales. On a mis en place un outil, c'est notre responsabilité. Par contre, si ça ne fonctionne pas, si ce n'est pas adapté, et s'il y a une telle force d'inertie qui fait qu'on n'y arrive pas, il va bien falloir que j'envisage un scénario bis. Ça, c'est normal. On continue sur le projet emblématique, c'est celui de la citadelle. Elle a été rétrocédée à la ville par Édouard Philippe en 2019. Alors les études depuis ont commencé. Est-ce qu'elles sont achevées et quelle est votre vision, la destination de cette citadelle? C'est quoi? C'est le tourisme, c'est la culture, c'est quoi? Alors dans la méthode, nous avons concerté avec la population. Il y a une attente très forte en termes d'équipement public. Le volet patrimonial et culturel, évidemment, a toute sa place. Et puis après, des questions aussi du commerce, alors plutôt tournées vers le commerce d'art. La question aussi de l'hébergement. On a évoqué la question de l'hôtellerie, qui à l'époque, d'ailleurs, n'était pas le projet de la ville, puisque c'était une commande de l'État pour préfigurer en fait une vision d'aménagement. Et d'ailleurs, la copie n'était pas bonne. Mais l'idée, effectivement, c'est d'avoir un quartier à part entière qui vient se greffer sur un centre ancien. Et la réflexion que nous portons, c'est en quoi ce quartier va venir valoriser un centre ancien qui lui-même déjà, la piétonisation de la ville génoise, doit se faire en corrélation avec les réflexions d'aménagement. Alors la citadelle, il faut rappeler que c'est un espace qui est extrêmement contraint. Dans l'acte de cession, nous avons à réaliser un certain nombre de travaux préalables de dépollution, de sécurisation. Il y a l'ouverture du rempart, il y a la création d'une passerelle, donc sa connexion au centre ancien. Donc il y a ces travaux qui ont été un peu retardés parce qu'il y a eu la crise Covid. Donc c'est un point sur lequel nous sommes en train de travailler. En attendant, il n'était pas question de refermer la citadelle. C'est pour ça que nous avons mis en place un programme d'activation où nous testons, comme ça, grandeur nature, quelques projets pour voir un petit peu ce que pourrait devenir la citadelle à terme. Nous allons avoir un comité de pilotage à la fin du mois, au début du mois de juin, où nous allons présenter des orientations programmatiques qui tournent pour beaucoup sur la valorisation du patrimoine que représente la citadelle. Donc c'est l'aspect culturel qui sera privilégié plutôt que l'aspect touristique avec hôtel et... Une sorte de musée à ciel ouvert? Alors moi, pour moi, il n'y a pas de dichotomie entre le touristique et le culturel, à condition qu'on lui donne l'identité qu'on veut bien lui donner. Non, il y a quelques appétits surtout. Alors, c'est vrai. Et je pense d'ailleurs que le sentiment qui s'est dégagé au moment de la concertation, c'était effectivement cette volonté de ne pas voir privatiser un espace qui était tant attendu, etc. On n'exclut pas la question de l'hôtellerie, la question de savoir quel est le type d'hôtellerie que l'on voudrait. Le projet qui a été présenté, en tout cas, vous l'avez exclu. Non, le projet qui était présenté était hors norme, c'était l'hôtellerie qui faisait la citadelle. Donc là, c'est pas du tout ça. Là, il s'agit de tailler en fait dans un marbre. Il faut que la citadelle reste accessible. Il faut qu'elle puisse effectivement être attractive, il faut qu'elle puisse être vivante, mais il faut qu'elle puisse aussi maintenir sa singularité et mettre en avant, je dirais, ce qui constitue sa richesse. Et le volet patrimonial, l'aspect mémoriel avec la cellule de Fred Scamarone notamment, on n'exclut pas un équipement autour de Tino Rossi par exemple. Pas de musée Napoléon. Le musée Napoléon, c'est un autre projet qui figure dans la liste prodigieuse que nous défendons et qui est sur l'hôtel de ville actuellement. Alors on parle d'urbanisme. Pour lequel on n'a pas de PTIC, voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Alors on parle d'urbanisme. En 2018, Laurent Marcangeli avait envisagé une ville à 90 000 habitants. Alors c'était ambitieux, alors depuis il est un peu revenu dessus. Est-ce que c'est souhaitable ? Alors je ne sais pas s'il a formulé comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un dynamisme démographique. Il faut rappeler quand même que la ville d'Ajaccio, il est de 1% sur Ajaccio. Parce que j'entends à chaque fois, on a l'impression que c'est l'invasion des barbares. Ça n'a pas toujours été le cas. Sur d'autres périodes, on avait plutôt un effet migratoire qui était négatif, parce qu'on avait des Ajacciens qui sont partis de la ville. Donc nous qui défendons un programme d'attractivité, une ville dynamique, attractive, c'est d'abord une ville où on vit. Donc nous, la question du logement, vous voyez, il y a 4 piliers de notre projet urbain, les mobilités, le développement économique, la valorisation patrimoniale et l'hébergement. C'est d'abord une ville où on vit. Donc il faut organiser les conditions d'un retour déjà des Ajacciens en centre-ville. Donc aujourd'hui, on ne va pas s'émouvoir qu'il y ait effectivement un dynamisme. On est 74 000 habitants aujourd'hui.
sur Ajaccio. Après, la question, c'est de savoir effectivement comment on aménage. C'est ça le vrai sujet. Après, si vous m'interrogez sur le seuil à ne pas dépasser, évidemment qu'il y aura un seuil à un moment donné, parce qu'il faut pouvoir absorber la production des services publics et avoir un aménagement qui soit équilibré. Sur la question du logement, on a beaucoup construit sur la partie est de la ville. Il y a encore un retard sur la question du logement social. Donc il faut mieux retravailler la cible. Il y a une question aussi foncière où la puissance publique, à un moment donné, doit se réapproprier de ses prérogatives sur ces questions-là, parce que pendant longtemps, il faut le dire, et je comprends le traumatisme qu'ont certains sur la question de l'urbanisme. Est-ce qu'il y a encore de la place pour construire sur Ajaccio ? Notamment en raison des contraintes qui vont venir ou qui viennent déjà avec la loi climat et résilience. Alors vous avez déjà qui empêche des constructions. Oui, vont effectivement contraindre un peu plus. Il y a encore un peu de place. Tout, c'est de savoir ce qu'on veut construire et comment on veut le construire. Pour ce qui est, par exemple, des aménagements futurs gérés par la puissance publique, c'est-à-dire par nous, vous en avez déjà au moins deux. Vous avez le FINO, futur écoquartier, lequel va sortir très prochainement le conservatoire, et vous avez cette friche de la Miséricorde, puisque l'hôpital s'est déplacé. Nous avons récupéré 80 000 m² d'espace à aménager. Avec des logements, il y en aura un peu plus de 800. Donc ça, c'est des points, c'est des opportunités qui permettent effectivement d'étendre la ville et de corriger effectivement certaines approches qu'on a pu avoir sur la question de l'urbanisme. Juste une précision, votre PLU a été retoqué partiellement l'an dernier par la Cour administrative de Marseille. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Vous l'avez refait on est en train Alors, on a lancé des procédures de simplification et de modification qui permettent d'ailleurs d'adresser aussi un message clair à la population sur des fonctions que nous voulons reprendre en main. Parce que c'est vrai qu'on a eu quelque part une forme d'urbanisme un peu subi. Il ne s'agit plus aujourd'hui de laisser une feuille blanche à un promoteur pour décider, lui, des fonctions d'aménagement. C'est à nous de définir le cahier des charges. Et donc, dans l'évolution de ce document que vous avez rappelé, il est question effectivement de faire évoluer le règlement sur certains points pour mieux maîtriser la façon dont le territoire va se développer. L'urbanisme subi, les faits autour du patio en sont le parfait exemple. Est-ce que ce n'est pas ça justement qui a dirigé la politique d'urbanisation de la ville ces dernières années ? On a un PLU. Le patio, pardonnez-moi, je rappelle, c'est cet immeuble qui risquait de s'effondrer parce que le promoteur avait un projet à côté qui a... Et puis il y a eu d'autres sujets où on a voulu... Très vite. On a voulu réduire la politique d'urbanisme de la ville à ces deux sujets-là, mais c'est un peu plus complexe. Je pense qu'il faut rééquilibrer l'offre de logement sur le territoire, mieux répondre, je dirais, à la cible sociale, et surtout, il y a une question foncière qui est très importante. Il faut que la puissance publique récupère du foncier pour mieux maîtriser. Oui, juste une question, on arrive en fin d'émission. Sur le dossier des Airbnb, alors le débat a eu lieu en conseil municipal, je crois qu'hier le Sénat d'ailleurs devait débattre et voter une loi pour réduire la fiscalité en matière d'Airbnb. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie derrière tout ça ? Parce que tout le monde en profite de cet Airbnb. Celui qui loue, les mairies qui encaissent une substantielle taxe et l'État qui prend des impôts aussi. On a senti que vous étiez quand même assez modéré sur ce sujet. À juste titre d'ailleurs, parce que c'est une sorte de financement. On n'était pas modéré, on était prudent. C'est un sujet qu'on a d'ailleurs avec la question des logements vacants. Je vous rappelle la taxation au niveau fiscal des résidences secondaires, on était un des premiers à le faire. On avait besoin d'abord d'avoir une étude sérieuse sur le sujet parce que la question, c'est effectivement, il peut y avoir une incidence en termes de recettes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que le changement d'usage du bien fait perdre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à la commune, au bénéfice de la collectivité, de la communauté d'agglomération du Pays ajaccien, puisque le changement d'usage fait que ça devient une activité commerciale et donc il y a une contribution économique après qui est versée. Vous avez dit que vous ne vouliez pas vous priver de 2 millions d'euros. Hein. Alors, il s'avère que les chiffres aujourd'hui sont affinés. Il semblerait que le risque financier soit moins important, mais j'attends de bien poser les choses. Donc il était important d'être prudent et de ne pas se précipiter à prendre des mesures sans avoir une réalité de l'impact fiscal. Par contre, voilà, nous on est autorité de régulation. Moi je ne lutte pas contre l'Airbnb, parce que je rappelle quand même qu'il y a des gens qui ont des biens, qui se servent aussi de ces biens-là pour avoir des compléments de revenus. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux sorcières. C'est pour ça qu'il faut avoir une... Certes, un impact financier, mais Jean Vitus a dit tout le monde en profite, mais n'en profite pas l'Ajaccien de classe moyenne,
l'Ajaxien ou pas d'ailleurs, qui veut s'installer en ville, parce que ces Airbnb, ça participe de la flambée du prix de l'immobilier. Le problème, c'est que c'est un sujet qui est dérégulé, qui échappe à la régulation. C'est pour ça aujourd'hui qu'on doit s'emparer de ce sujet-là. Et notre cible, effectivement, c'est de remettre sur le marché des biens de consommation durable, si j'ose dire. Nous sommes en fin d'émission. Juste une question, je vous rappelle. Vous serez candidat à votre réélection? Oui. D'accord. Très bien. Et bien sur cette réponse très claire que nous terminerons. Merci Stéphane Esbraj d'avoir répondu à toutes nos questions. Patrick Guillaume. Merci à vous également. Contrastava e con più Beruglio. Ci ritroveremo il 12 di giugno per l'ultima emissione di sta stagione. Buonasera a tutti.